Cet épisode de French Boss est sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients. French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui dans French Boss, une femme dont l'éclectisme a finalement abouti à un statut d'entrepreneur et surtout à un gros succès récompensé. On va parler de tout ça pendant une demi-heure avec celle qui est notre invitée aujourd'hui et qui est notre invitée avec nous à Londres, Virginie Charles-Deer. Alors, bonjour Virginie. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors déjà, une première question. Virginie Charles-Deer, ça ressemble à un nom de femme qui s'est mariée. Quel est le nom de jeune fille? Si je me trompe pas, hein, quel est le nom de jeune fille et quel est le nom de femme mariée? C'est ça, c'est Virginie Charles à la base et Deer, c'est mon mari qui est British. Voilà, parce que vous êtes française, on va en parler. Vous êtes installée en Angleterre depuis plus d'une quinzaine d'années, hein, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. On va en parler. Justement, l'Angleterre, on va en parler tout de suite parce que vous savez, dans cette émission, on a une sorte de gimmick, c'est que on met en fond derrière moi une photo de la ville qui professionnellement a le plus compté pour celui ou celle qui est notre invité. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Londres. J'aimerais vous entendre parler de Londres, Virginie, nous dire à quel point Londres, sur un plan affectif peut-être aussi, mais sur un plan professionnel, à quel point Londres a compté dans la vie de Virginie. Alors Londres, c'est la ville où j'ai fait mes études. Donc j'ai fait une école de commerce en France et j'ai suivi un cursus qui m'a amené à passer une année en Angleterre. Je suis tombée amoureuse du pays et je suis aussi tombée amoureuse d'un garçon. Et donc quand j'ai fini mes études, je suis revenue à Londres. Pour commencer ma vie professionnelle, et puis donc je me suis ensuite mariée donc avec ce British et donc voilà. Et est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir le même type de vie professionnelle ailleurs qu'à Londres, ou est-ce que Londres a décidé d'une partie de ce qu'est devenu votre vie professionnelle, Virginie? Alors, je pense que oui, ça a défini un peu mes choix professionnels. Déjà, quand je suis arrivée, je suis partie, comme beaucoup de Français qui s'expatrient en Angleterre, j'ai commencé ma carrière dans la finance. Donc, j'ai travaillé d'abord chez Morgan Stanley en M&A. Donc effectivement, c'est toujours, j'espère, encore une grande place financière, mais à l'époque, ça l'était encore plus avant le Brexit. Donc clairement, ça a défini certains de mes choix. Et puis le choix ensuite de continuer dans une voie plus entrepreneuriale et être à Londres, ça a des côtés très dynamiques qui permettent justement à plein de gens de construire leur entreprise et de construire assez facilement, je dirais, de commencer assez facilement en tout cas une entreprise. On va abondamment en parler pendant cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Votre histoire, Virginie, elle m'a été racontée comme elle a été racontée au lecteur de French Morning par Leila Lamnauer, la rédactrice en chef de notre bureau de Londres. Et c'est vrai que votre histoire, elle est originale. Alors, je vais essayer de la résumer en une phrase. Vous allez me dire si je me trompe, si je dis ça. Est-ce que l'entrepreneuse Virginie est née d'une période d'ennui physique presque qu'elle traversait? D'ennui physique. Vous étiez sans activité. Vous étiez sans activité à ce moment-là. J'étais en congé maternité. Alors, je dirais pas que c'est sans activité, parce qu'en général, on est quand même assez pris avec un nouveau-né. Mais effectivement, j'étais en congé maternité et j'étais à la maison. Donc,
c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de Toucan Box, donc l'entreprise que j'ai créée il y a presque 9 ans. Mais bon, j'étais sans activité, enfin j'étais en congé maternité, donc j'étais très prise par mon nouveau-né et ma petite fille de 3 ans, mais effectivement, l'idée de Toucan Box est venue un peu comme ça parce que je souhaitais faire des activités créatives, en l'occurrence avec Anna qui avait 3 ans à l'époque et qui était très demandeuse de ce genre d'activité. Voilà, c'est en fait, je crois que c'était votre deuxième enfant, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Oui, oui. Ouais. Donc en fait, c'est la naissance d'un deuxième enfant et puis les tout premiers mois, la toute petite enfance d'un deuxième enfant qui vous a complètement désorienté, le mot est pas exact, mais enfin fait changer d'orientation professionnelle. L'inactivité, enfin du moins le fait que vous soyez à votre foyer à ce moment-là pour la raison que vous venez d'expliquer, et puis aussi le fait que vous aviez envie de vous adresser aux enfants. Ça a changé la femme que vous étiez, Virginie. Oui, tout à fait. Le fait d'avoir des enfants et de vouloir un peu trouver une solution à mes propres problèmes qui étaient justement à l'époque qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants en bas âge à la maison quand il pleut, comme c'est souvent le cas à Londres, et qu'on ne veut pas qu'ils soient nécessairement toute la journée sur la télé ou sur l'iPad. Donc, c'est trouver des activités assez créatives et qui soient faciles pour des parents. Oui, c'était le moment propice. En revanche, j'ai toujours eu cette envie de créer ma propre entreprise depuis très longtemps. Donc, c'est toujours quelque chose qui était resté dans un coin de ma tête. Et puis, ce moment-là, ce moment d'être en congé maternité m'a permis de réaliser ce rêve et de franchir le pas. Cette Toucan Box, on va parler après de ses effets bénéfiques sur la vie professionnelle et puis la vie économique même et la vie, je dirais presque honorifique de Virginie aujourd'hui. Mais vous en avez pas une avec vous, une Toucan Box, hein, pour me montrer ce que c'est? Alors si, j'en ai une, évidemment. Alors je vais vous la montrer parce que je l'ai un peu ouverte tout à l'heure, donc elle est un petit peu... voilà, donc ça c'est une box, si j'arrive à trouver, voilà. Une box qui arrive... voilà, donc là, celle-là, elle est arrivée pour ma fille Constance ce matin. Et donc elle passe par la boîte aux lettres, donc elle fait moins de 2 cm, donc ça c'est pour que ça soit pratique, ne pas avoir à aller à la poste chercher un colis, ça c'est vraiment très important pour les parents. Et puis quand on l'ouvre, donc on trouve un magazine. Et puis il y a surtout 2 activités que vous trouvez à l'intérieur. Donc les enfants peuvent s'amuser à ouvrir. Alors là, je l'avais sorti, mais donc c'est des petites activités. Donc par exemple là, c'est pour devenir un agent secret. Donc il y a des instructions et puis tout le matériel nécessaire pour devenir un véritable agent secret. Donc là, dans cette boîte, c'était le thème. Et puis voilà. Donc le principe, c'est qu'il y a tout le matériel nécessaire pour faire 2 petites activités travaux manuels pour des enfants de 3-8 ans, et puis un magazine qui a à peu près qui a 28 pages avec des recettes, des jeux, et toujours sur des thèmes différents chaque mois. Vous seriez contente qu'un de vos enfants devienne agent secret plus tard? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une vraie formation. On montrera des images tout au long de cette émission. On montrera des images en arrière-plan de cette Toucan Box. J'ai regardé un petit peu votre histoire, je l'ai lu attentivement. Il y a plusieurs choses qui ont joué dans votre histoire. On a déjà parlé de certaines d'entre elles, le congé maternité, l'envie de s'occuper d'enfants. Il y a eu aussi les relations qui ont beaucoup compté dans la création de votre première entreprise et donc de la création de cette Toucan Box, Virginie. Oui, ça a été des rencontres dans plusieurs domaines. La rencontre avec mon associé tout d'abord au départ. J'ai commencé en fait seule avec cette idée de créer une boîte, mais de par mon parcours, moi j'étais pas quelqu'un de nécessairement créatif moi-même, mais j'ai été mis en relation avec Sarah,
assez rapidement et qui, elle, était maîtresse et qui était directrice d'école Montessori aux États-Unis, qui était expatriée à Londres, qui a suivi son mari pour le travail. Et donc, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'amis et là, ça a tout de suite cliqué. Et puis, elle est devenue très vite en charge du produit en lui-même, donc de toute la création du produit et le développement du produit. Donc effectivement, oui, la rencontre avec ma cofondatrice Sarah était déterminante pour le succès de Toucan-Box par la suite. Et l'idée vous avait été soufflée, ai-je lu, par un de vos précédents patrons? Non, l'idée est venue de moi, de mon expérience. En revanche, mon patron chez Yahoo m'a bien aidé au départ. Ils m'aident toujours d'ailleurs, mais il m'a bien aidé au départ, surtout pour trouver des investisseurs. Donc c'est le projet de départ en fait ne pouvait pas vraiment aboutir sans des investisseurs et sans vraiment mettre de l'argent dans l'entreprise parce qu'il nous fallait créer des certains volumes pour pouvoir commencer à être profitable et avant d'arriver à ce moment-là, il nous a fallu trouver des fonds et donc mon ancien patron qui avait beaucoup de relations dans ce domaine m'a présenté à des investisseurs. Je voudrais vous poser une question à l'ancien élève, parce que vous avez dit tout à l'heure avec une grande modestie que vous aviez fait une école de commerce, vous avez fait Subdeco Paris, qui était quand même à l'époque une des plus grandes écoles de commerce. Et en tant qu'ancien élève, et qui est toujours d'ailleurs, mais qui a changé de nom maintenant, mais ça reste Subdeco Paris. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tant qu'ancien élève de Subdeco Paris, quand vous avez eu l'idée donc de lancer cette box et tout, est-ce que vous êtes livré une espèce de sommaire étude de marché pour voir quel était le marché de ce genre de choses? Oui, tout à fait. Alors j'ai regardé le marché du jouet, le marché des jouets éducatifs, non seulement en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, mais aussi dans toute l'Europe. Parce que dès le départ, je me suis dit, c'est pas un produit qui va se vendre qu'en Angleterre. Il faut que ça soit européen, voire mondial. Et les chiffres intéressants que j'ai trouvés m'ont montré que oui, il y avait de l'avenir dans ces loisirs manuels et éducatifs. C'est un marché qui est en constante progression. Et qui n'est pas sujet aux montées et descentes de certains jouets qui sont plus ou moins à la mode certaines années. C'est un marché qui est assez résilient, même en temps de crise. Donc effectivement, j'ai fait quelques études de marché et puis c'était aussi très important quand j'ai rencontré des investisseurs de leur montrer que la taille du marché était significative et que c'était un business qui avait de l'avenir. Et on va parler justement de l'avenir de ce business en deuxième partie parce qu'on va faire une petite pause maintenant. Ça fait environ une quinzaine de minutes que nous parlons ensemble. Et c'est le moment, Virginie, de saluer notre nouveau sponsor de French Boss. On le retrouvera dans chacune des émissions par le biais de petits entretiens tels que celui qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, je vous propose tout de suite un coup de projecteur sur une société française qui est en train de s'installer aux États-Unis. Elle s'appelle Tister. On s'entretient avec un de ses dirigeants et on reparle avec vous dans quelques minutes, même pas. À tout de suite. Christophe Pilcher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur marketing de Tister et nous allons faire avec vous un bout de chemin pendant un petit moment, pendant plusieurs mois, parce qu'on va donner un coup de projecteur appuyé sur Tister. Alors, je suis consommateur et vous me proposez donc, via votre plateforme vidéo, vous me proposez de donner mon avis sur un produit, tel ou tel produit que j'ai testé. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Peut-être qu'il faut l'affiner un petit peu. Non, c'est exactement ça. Donc, on est une plateforme de vidéo consommateurs. On permet aux marques et aux sites e-commerce de donner la parole à leur communauté
en vidéo. Donc pour ça, on les engage dans la création de vidéos. Puis ces vidéos, nous, on les optimise et on les monte automatiquement et on les diffuse sur leurs fiches produits, leurs réseaux sociaux et tout autre canal de communication pertinent pour elles, avec un objectif qui est de mieux guider les consommateurs dans leurs achats grâce à des contenus créés par leurs pairs et un objectif business qui est de développer le taux de conversion et les ventes pour les marques et les distributeurs. Merci Christophe pour la clarté de ces explications. On va vous retrouver maintenant à chaque fois dans French Boss. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Merci, à bientôt. Virginie, on revient avec vous. On va aborder maintenant la période du succès. On a abordé la période de l'euphorie, de la création. Je voudrais revenir sur une phrase que j'ai lue, une phrase que vous avez prononcée. Alors, je ne saurais pas la citer exactement, mais ce qu'elle voulait dire, c'est que quand on monte une start-up et qu'on a des gens qui ont investi, qui ont mis de l'argent, tant qu'on vise sur l'argent de ces gens, on n'est pas serein. On devient serein le jour où on commence à gagner de l'argent. C'est vous qui l'avez dit, ça. Vous pouvez m'expliquer ça, parce que c'est une différence psychologique énorme. Ça veut dire qu'il y a un avant et un après bénéfice dans une start-up. Oui, tout à fait. En fait, on entend souvent parler des startups et de leur succès au tout début par le biais du montant qu'ils ont reçu d'investisseurs. Et c'est clairement, c'était clairement un signe de succès. Mais je pense que, au bout du compte, une entreprise, c'est là pour faire de l'argent. Et donc, tant qu'on fait pas d'argent, oui, on est encore. Je pense que on n'est jamais serein tant qu'on fait pas de l'argent soi-même. C'est-à-dire que pour toutes ces startups qui lèvent des fonds et qui ne sont pas encore profitables, et on peut en citer beaucoup, il y a toujours ce risque que le prochain funding round, comme on dit ici, ne se passe pas comme il devrait, ou que les investisseurs, finalement, pour une raison ou pour une autre, ne participent pas. Et donc, qu'est-ce qui reste? Là, on est bloqué, et c'est pour ça qu'on voit malheureusement certaines startups finalement mettre la clé sous la porte. Alors qu'une fois qu'on est profitable, on n'est plus en train de courir après les investisseurs. Et ça, pour moi, ça a été une grosse milestone de pouvoir dire finalement, oui, si on veut, on peut pour continuer à se développer sur certains marchés, etc. Mais ce sera sur nos conditions et ce sera avec notre définition et de ce qu'on veut vraiment. Voilà. Pardon. Il y a eu une petite coupure dans ce que vous avez dit, mais je crois qu'on a compris l'idée générale. Moi, je m'amusais vachement, Virginie, parce que vous êtes là, vous êtes souriante, vous êtes toute douce, et puis vous nous balancez des phrases comme « une start-up, ça doit gagner de l'argent ». Moi, mon ambition, elle se limite pas à Londres, à Paris, à l'Europe, elle se limite au monde. Vous êtes vachement ambitieuse, mais pourtant vous avez l'air toute calme, toute douce. Mais c'est marrant. Je me trompe? Vous savez, c'est pas un reproche du tout, c'est une qualité, évidemment, dans votre métier. C'est peut-être le style, voilà. Avoir d'ambition, on en a eu, j'en ai eu depuis le début. C'était jamais un lifestyle business comme on dit ici. Ça a toujours été l'idée d'avoir un business qui fasse de l'argent, qui soit profitable et qui ait des ambitions internationales. Alors l'ambition, donc, c'est effectivement se vendre à l'international. L'ambition finale, c'est de gagner de l'argent. On va parler d'argent dans quelques minutes, si vous le voulez bien, Virginie. Mais l'ambition, elle peut avoir des côtés honorifiques aussi. Et en l'occurrence, c'est ce qui nous a donné l'idée de donner un coup de projecteur sur votre société. C'est que vous avez reçu le Queen's Award de l'entreprise, donc le Award de la reine de l'entreprise pour l'entreprise étrangère. C'est une super récompense. Alors d'abord, sur un plan psychologique, humain, pour vous-même, c'est déjà une victoire le jour où vous recevez ça en attendant le reste. Tout à fait, avoir une récompense comme ça de la reine, donc donnée par la reine pour une entreprise, c'est un signe de succès, de respect. C'est super, et puis c'est vraiment super aussi pour toutes les équipes parce qu'on voit le travail accompli, et puis souvent on est tellement
dans le jour le jour du business, que là ça nous permet de prendre un peu de recul et se dire bah oui, effectivement il s'est passé quelque chose ces 8 dernières années et on n'est pas là par hasard. Donc le Queen's Award, c'est une récompense qui est donnée par la reine à des entreprises qui sont basées au Royaume-Uni. Ouais, donc c'est pas des entreprises étrangères, ce sont vraiment des entreprises UK. Mais là, en l'occurrence, pour la catégorie qu'on a gagnée, c'était pour le International Trade. Donc c'est pour nos efforts à l'exportation et pour l'augmentation de nos exports sur les 3 dernières années. Et effectivement, on a lancé à la base Toucanbox au Royaume-Uni, mais petit à petit, on s'est développé à l'international en lançant Toucanbox France et Toucanbox en Allemagne aussi. Et la France et l'Allemagne, entre autres, avec d'autres pays, représentent maintenant 40% de notre chiffre d'affaires. Donc ça a une progression très très forte sur ces 3 dernières années. Dites-moi Virginie, quand on reçoit un truc comme ça, avant d'imaginer que ça va vous propulser peut-être dans un autre monde économiquement, dans un autre monde financier, dans un autre monde pécuniaire, avant tout, j'imagine que la femme qui reçoit ça, vous en l'occurrence, elle est fière. Elle est fière, elle se dit c'est bien ce que j'ai fait. Oui, je suis très fière. Je suis fière du travail accompli et puis et c'est pas un travail personnel, c'est aussi ça représente les efforts de toute une équipe. Donc moi, quand je reçois ce prix, je l'ai pas reçu encore officiellement des mains de la reine, mais ça va arriver. Je penserai aussi et surtout à toutes les équipes derrière qui ont rendu ce succès possible. Les équipes qui sont au bureau, et puis les équipes qui sont aussi dans nos usines et qui ont travaillé d'arrache-pied, même pendant la pandémie ces derniers mois, qui sont restés fidèles et qui ont continué à bosser alors que beaucoup d'entreprises devaient fermer. Donc c'est vraiment un effort collectif. On va en parler tout à l'heure, bien sûr, des gens qui travaillent avec vous. On revient maintenant à ce qui s'est passé. 2020, la pandémie, et là tout d'un coup pour Virginie, les chiffres s'emballent, pour Toucanbox, les chiffres s'emballent. Les chiffres s'emballent. On est en mars 2020, les lockdowns arrivent en Angleterre, les écoles se ferment et aussi à travers l'Europe. Et là, on voit des parents qui se retrouvent avec leurs enfants 24 heures sur 24 à la maison, il n'y a plus de crèche, plus d'école, et qui recherchent des solutions pour les occuper à la maison. Et en l'espace de 4 semaines, entre mars et avril-mai, on a eu une explosion de demandes de ces parents justement à travers l'Europe qui se sont abonnés en masse à Toucanbox. Donc on a doublé nos volumes en 4 semaines, avec tous les challenges que ça représente au niveau logistique et opérationnel pour pouvoir continuer à envoyer des boîtes à travers l'Europe et faire fonctionner les usines et recevoir les produits à temps et les envoyer à temps pour que les enfants reçoivent leur boîte en temps et en heure avec tout ce qu'il fallait dedans. Donc ça a été très très précipité. Est-ce que ça vous a amené à revoir en l'espace de quelques semaines complètement votre modèle économique, par exemple? Non, le modèle économique est vraiment resté le même. En revanche, on a dû s'adapter parce que, par exemple, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. On s'approvisionne sur certains produits en Asie. Et là, à ce moment-là, il y a eu des conteneurs qui ne sont pas arrivés ou qui sont arrivés en retard, etc. Parce que ils étaient aussi pleins de masques et de produits qui étaient plus importants, évidemment, à ce moment-là. Et donc, on a été assez rapide à bouger notre production, à produire plus en Europe et en l'occurrence au Royaume-Uni pour pouvoir continuer à servir nos clients. D'accord.
Il nous reste 6 minutes en gros hein, de conversation. On va maintenant parler de ce qu'est aujourd'hui la vie, pas tellement la vôtre, mais la vie de Toucan-Box. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un gros succès. Est-ce que ce succès, Virginie, on pourrait l'illustrer, le matérialiser avec quelques chiffres? D'abord, vous nous parlez des gens qui travaillent avec vous. Aujourd'hui, la Toucan-Box, elle enferme à l'intérieur d'elle-même combien de personnes? On est environ, je crois, au dernier chiffre, 55 personnes au total qui sont distribuées sur 2 sites. Donc, on a un site des bureaux à Londres et puis un site un peu à l'extérieur de Londres, à côté de l'aéroport d'Heathrow, qui est notre site de production. Et c'est environ moitié-moitié. Donc, on a environ 25 personnes de bureau et puis 25-30 personnes en production qui sont employées à plein temps. On va donner des chiffres également, des chiffres de chiffre d'affaires, peut-être en proportion par rapport à ce que c'était avant la pandémie. Vous nous avez donné un petit peu la manière dont ça a explosé en nous disant que les commandes avaient doublé en quelques semaines. Comment on peut traduire ça en chiffres, en termes de chiffre d'affaires, de résultats financiers? En termes de chiffre d'affaires, on est passé, on n'a pas tout à fait doublé en chiffres sur une année, mais on est passé de 6 à 10 millions de chiffre d'affaires. Donc une très forte progression. On continue notre progression au Royaume-Uni, mais aussi à l'international. Donc voilà, on est content de cette année et l'année 2021 s'annonce très bonne aussi. Alors voilà, quelle est la marge de progression encore possible bon, trouver des nouveaux marchés, j'imagine, mais sur le produit lui-même, est-ce que vous pensez à faire des améliorations pour grandir encore? Tout à fait. Sur le produit, on veut continuer justement sur les produits qu'on fait aujourd'hui, mais développer notre offre pour que on puisse envoyer des boîtes aux enfants plus petits, mais aussi plus âgés. Donc, on va développer notre offre pour les moins de 3 ans, mais aussi pour les plus de 8 ans. Avec des offres un peu différentes en suivant l'âge. On va aussi commencer à vendre des livres pour aller avec nos crafts. On va aussi faire des kits de pâtisserie parce que on a embauché quelqu'un récemment qui avait une entreprise qui faisait ce genre de kits pour les enfants. Donc, on va incorporer ça dans notre offre. Donc, pâtisserie, science, expérimentation pour les plus grands, encore craft, livres. Toute une gamme qui potentiellement pourra aller jusqu'aux adultes aussi, parce qu'on voit qu'il y a énormément de demandes de la part de ces mêmes parents qui ont envie de faire des choses un peu artistiques, un peu différentes. On voit l'engouement qu'ont eu il y a quelques années les livres de coloriage pour adultes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de déconnecter un petit peu de l'écran le soir et de faire quelque chose d'un peu plus créatif. Donc, pourquoi pas les adultes à un moment donné. À terme, notre objectif, c'est de se passer de 10 à 70 millions de chiffre d'affaires dans les 10 prochaines années. C'est bien, c'est une belle progression. 700%. Ouais. Sur 10 ans, oui. Ouais. Jusqu'à ça repose sur quelle analyse des marchés, Virginie? Alors, justement, étendre notre offre de produits, mais aussi continuer notre expansion à l'international. Donc, il y a des pays qu'on n'a pas encore atteint et on n'a pas commencé à faire de marketing dans ces pays-là. Mais les États-Unis, par exemple, il y a un marché très grand, beaucoup d'enfants. Un pouvoir d'achat, l'Asie pourquoi pas aussi. Donc notre concurrent direct aux États-Unis, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, fait entre 150 et 200 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui pour un produit qui est assez similaire, pas en ordre de prix parce qu'ils sont plus chers que nous, mais donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une opportunité qu'on est prêt à prendre. Virginie, on a parlé ensemble presque une demi-heure. Comme je parle tout le temps avec des entrepreneurs français à l'étranger qui, comme vous, ont monté un jour leur entreprise. Je crois que c'est la première fois
que j'ai en face de moi un entrepreneur, en l'occurrence une femme, qui me dit que tout a toujours roulé depuis le jour où elle a monté son entreprise. Ils ont tous eu des hauts et des bas. Vous, je n'ai entendu parler que de hauts depuis une demi-heure qu'on est ensemble. Oui, j'ai parlé que des hauts. Évidemment, il y a toujours des bas. C'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Il y a des hauts et des bas, évidemment. Là, je vous raconte l'histoire en condensé et le côté positif, mais évidemment, il y a des moments où les choses ne vont pas comme on le souhaite. Oui, il faut être réaliste. C'est pas que des succès tous les jours. Mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très optimiste et que ces mauvais moments, ils ont été gommés assez vite dans votre cerveau, dans votre tête. Et je suis quelqu'un de positif, donc je regarde le bon côté des choses. Je pense que les échecs nous permettent de rebondir aussi, et j'ai appris aussi des échecs que j'ai eus ces dernières années, clairement, qui font que aujourd'hui on est plus fort dans ce qu'on fait. Donc je les ai pas oubliés, mais effectivement je m'attarde pas trop dessus non plus. Et je pense que les entrepreneurs en règle générale ont ce côté positif qui fait qu'ils continuent et qu'ils persévèrent, parce que sinon c'est quand même difficile de continuer. Voilà, Virginie Charlès-Dire était avec nous aujourd'hui dans French Boss et elle nous a confirmé l'idée qu'on avait d'elle au départ, à savoir qu'elle était d'un optimisme formidable et que cet optimisme, il s'appuyait sur une très très belle réussite depuis quelques années. Merci Virginie d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Et bonne continuation vers les États-Unis, tout ça, il y a du monde à aller chercher là-bas. Allez-y. Ouais, il y a plein de monde à aller chercher, plein d'enfants. Merci beaucoup Virginie. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cet épisode de French Boss a été sponsorisé par Tister, la plateforme de vidéos consommateurs qui permet aux marques de donner la parole à leurs clients.